Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bienvenue sur la saison 4 de Veto Micro, le podcast numéro 1 de la profession veto. Parce qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, nous donnons la parole à celles et ceux qui font vivre nos métiers au quotidien. En nous partageant leur parcours professionnel, ils interrogent leurs choix, leurs ambitions et leurs doutes. Au travers de leurs histoires et de leur rapport au vivant, ils questionnent aussi l'avenir de notre profession. Nous sommes Colline, Annabelle, Sophie et Marine, 4 vétérinaires multicasquettes, et chaque semaine, nous vous emmenons à la rencontre de consoeurs et confrères aux parcours multiples, inspirants et parfois inattendus. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Quel bonheur de repartir pour une 4e saison de Veto Micro. Cette saison marque un petit tournant. Pour la première fois, j'ai choisi d'ouvrir le micro à des professionnels de santé qui ne viennent pas du monde vétérinaire. L'idée, c'est de prendre un peu de hauteur, de croiser les regards et de s'inspirer de parcours différents. Pour ce premier épisode hors série, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Moret. Bonjour et bienvenue Sophie. Bonjour Sophie, et merci de votre intérêt. Alors Sophie, tu es docteur en pharmacie avec un master en marketing et communication à l'ESSEC et un DU en médecine connectée. Ces 3 diplômes t'ont ouvert les portes d'expériences très variées: officine, industrie pharmaceutique, agence de communication, conseil en presse médicale et même animation de web émissions en direct. Depuis 2025, tu es responsable conseil scientifique et engagement chez One Health Med Factory. Tu auras bien sûr l'occasion de nous expliquer plus en détail. Et c'est d'ailleurs grâce à un projet commun que nous nous sommes rencontrés et j'en suis d'ailleurs ravie. Ton temps libre dans tout ça, le Lindy Hop intensif, peut-être tu nous expliqueras aussi ce qu'il en est, la course endurance, le surf et les voyages. Le programme d'aujourd'hui, ce sera parler de pharmacie, de changement de carrière, des médias et de l'évolution du monde et de la presse scientifique. Tout un programme. Est-ce que ça te va ? C'est parfait. On va avoir de nombreux sujets et j'espère que ça sera aussi intéressant que je vais réussir à vous expliquer comme ça peut être intéressant effectivement de changer de carrière et d'être dans la communication au sens large. Bon, génial. Alors, on a pour habitude sur Veto Micro de commencer par une question qu'on a appelée question traditionnelle, qui était pourquoi vétérinaire ? Alors évidemment, je ne vais pas te poser celle-là et je vais bien sûr te poser pourquoi pharmacienne, mais j'aimerais d'abord entrer par une autre question qui est celle, enfin 2 questions d'ailleurs, qui sont celles d'où viens-tu et quel enfant étais-tu ? Alors je suis d'une famille qu'on considérerait maintenant nombreuse. On était 4 à la maison et je suis d'Amiens, donc une ville, je dirais, qu'on appelle du nord de la France, hein, quand on voit la géographie. J'étais une petite fille turbulente, on dirait, je crois, très dynamique. Je pense que j'étais pas très sage, mais c'est surtout que j'avais la chance d'être encadrée par 2 garçons. Et j'étais un peu en concurrence avec mon frère aîné et du coup, je pense que j'ai été vraiment difficile à cadrer, mais en tout cas, toujours dans la positivité. Je me souviens d'avoir pris plaisir à faire plein de choses, et je pense que si je demandais aujourd'hui à mes parents, ils me diraient que j'étais pas facile, que j'obéissais pas souvent, mais que c'était toujours avec gentillesse et pour faire plaisir. Donc voilà, je pense que je dirais si mes enfants avaient été comme j'ai été petite, j'aurais dit qu'à posteriori que c'était une enfance, j'étais une enfant agréable et dynamique. Voilà. Très chouette. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir pharmacienne ? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou pas du tout ? Alors, absolument pas. Absolument pas. C'est aussi un concours de circonstances et je pense que dans mon parcours, on verra que c'est surtout une histoire d'opportunité qui a fait que j'ai eu cette carrière.
quand j'étais en terminale et qu'il a fallu, se décider, qu'est-ce que j'allais faire comme études après, moi j'ai dit à mes parents: «Moi je vais faire, des relations publiques». Alors mes parents m'ont regardée avec des gros yeux en me disant: «Mais qu'est-ce qu'elle nous dit, relations publiques, d'où sort cette idée?» Ils étaient pas très chauds parce que, mes parents, étant des gens, d'éducation très traditionnelle, ils aiment bien les études, avec au bout un diplôme qui permet d'assurer un emploi et un salaire. Donc ils étaient pas très, très chauds et à ce moment-là, mon frère aîné qui avait 3 ans de plus que moi, lui avait fini un premier cycle d'études et devait partir à Paris. Par conséquent, pour mes parents, c'était un peu compliqué financièrement de pouvoir assurer, l'installation de 2 de leurs enfants, à la capitale et ils ont dû faire un choix et je le comprends tout à fait. À ce moment-là, ils ont préféré donner la possibilité à mon frère aîné de poursuivre ses études supérieures et ils m'ont dit: «Bah, écoute Sophie, ton école de relations publiques, bon, on sait pas trop ce que c'est. Peut-être que tu pourrais réfléchir 1 an, histoire de voir si vraiment c'est la carrière sur laquelle tu veux t'orienter et puis, peut-être aussi nous aider financièrement d'une façon ou d'une autre pour que, on puisse assurer, à vous 2, votre choix, de formation». J'ai accepté et puis, OK, on va trouver des petits boulots donc ça a été diverses et variées cette année-là, entre, les gardes d'enfants, je faisais de la musique donc j'ai donné des cours de musique aussi bien dans les écoles, en cours privés et puis à côté, je donnais aussi des cours de maths à mes petits copains et en fait, pendant ce temps-là, il fallait bien quand même être inscrit quelque part, ne serait-ce que pour avoir la sécurité sociale étudiante et c'est, du coup, je savais pas trop où j'allais m'inscrire et je me suis dit: les sciences, ça me plaît plutôt» et à ce moment-là, je me suis dit: «Quelles sont les études qui me permettraient d'acquérir, une formation qui me soit utile au quotidien?» Et je me suis dit: «La santé, c'est exactement ça, puisque si je peux apprendre plein de choses sur comment fonctionne le corps humain, comment le traiter, comment, prendre en charge les maladies, ça peut être que du positif dans ma vie et aussi dans la vie future de mes proches et de mes enfants». Et dans ces cas-là, la pharmacie correspondait bien, en fait et les cours, sur la physiopathologie, l'embryogenèse, c'était hyper intéressant et donc je me suis inscrite en pharmacie, et j'ai suivi les cours tout en à côté, donnant du temps pour me faire ce petit pécule financier, dont j'avais besoin et j'étais vraiment en cours, hyper intéressée, pas toutes les matières, hein, on va le dire tout de suite, mais franchement, il y avait des choses qui m'interpellaient vraiment et j'ai travaillé, mais c'était vraiment pour acquérir ces informations et pas dans le but de passer l'examen et arrivé à la fin de l'année, mes parents m'ont dit: «Mais quand même Sophie, tu vas passer l'examen, hein, quand même, tu as fait une formation, faut que tu le fasses, quoi» et j'ai passé l'examen. Bon, j'avais travaillé quand même un peu, ne serait-ce que pour, pouvoir aller tester, mes connaissances acquises et quand les résultats sont tombés, j'étais très étonnée, mais en même temps, déçue quoi, parce qu'en fait, j'ai raté l'année, et le concours à peu de points et à ce moment-là, je me suis dit: «Mince, petite réflexion, cette année, qu'est-ce que ça m'a apporté? Est-ce que j'ai toujours envie d'aller dans les relations publiques? Est-ce que, la pharma, en fait, ça serait pas, des études qui me plairaient? Est-ce que être pharmacien, finalement, si je gratte un peu, est-ce que ça vient pas me chercher quelque part dans ce que j'ai envie de faire?» Et je me suis dit: «Allez, je me donne une deuxième chance» et puis, la deuxième année, tout en continuant, mes petites activités à côté, je me suis investie un peu plus sérieusement, je me suis un peu plus préparée et voilà que, la deuxième année, sans problème, le concours est arrivé et j'ai été reçue, et acceptée pour passer en deuxième année. Et à partir de là, voilà, j'étais sur les études de pharmacie et j'avais choisi, officine parce qu'à l'époque, à la faculté, Picarde, il n'y avait que cette option qui était, disponible. Donc j'ai avancé dans les études option pharmacie jusqu'à la fin de quatrième année où là, ma vie et mon envie de voir autre chose que Amiens, je me suis dit: «Ça serait peut-être bien de faire d'autres universités» et j'ai eu la chance par un concours de circonstances aussi d'aller intégrer, de changer de faculté, ce qui est rare quand même et d'aller à Marseille. Donc ce qui fait que j'ai été faire ma cinquième et sixième année de pharmacie à Marseille où là j'ai obtenu mon diplôme, de pharmacien d'officine. Voilà.
Super, merci pour toutes ces infos. Une approche assez, très mûre en fait, très réfléchie, un abord de carrière qui est probablement, souvent assez différent parce que quand on sort, quand on est jeune, il y a souvent ce côté un peu coup de cœur alors que toi finalement, c'était ton coup de cœur, c'était plutôt les relations publiques. Mmh. D'ailleurs je suis intéressée, peux-tu nous dire peut-être pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait dans les relations publiques? Est-ce que c'était déjà cet attrait pour la communication? Oui, je pense que clairement maintenant a posteriori, je pense que c'était effectivement ce goût pour la communication, ce goût pour aller créer des choses, de voilà, d'aller communiquer avec des envies aussi dans l'événementiel, de pouvoir être, collé aussi à l'actualité. Donc oui, je pense qu'effectivement, le fait de la communication, l'actualité et le côté événementiel faisait que, les relations publiques, c'était à ce moment-là ce que j'avais identifié comme répondant à mes envies et c'était effectivement sous-jacent et ça a été après porté au nu plus tard dans ma carrière. Et c'est combien d'années les études de pharmacie? Alors à l'époque, c'était 6 ans. 6 ans et moi j'ai choisi à la fin de ayant mon diplôme, j'avais pas choisi de faire une option sur l'industrie ou une option sur la recherche, hein, ou de faire l'internat qui nous permet dans ces cas-là d'aller dans la recherche ou encore, plus dans la partie, hospitalière, le pharmacien hospitalier où là, il y a besoin de passer l'internat. Moi non, 6 ans, je trouvais que c'était bien et puis, ben, j'avais d'autres projets, en tête donc ça finissait un premier cycle de formation et ça me convenait bien. Et ces options, dis-moi, est-ce que, je pose la question pour faire le parallèle un peu avec nos études de vétérinaire. Mmh. Nous, tu vois, on a des options, voilà, cheval, chien, chat, ce genre de choses, mais ça nous empêche absolument pas de faire des passerelles par la suite, entre les différents métiers. Est-ce que les options dont tu parles, c'est assez, décisif dans les choix de carrière par la suite? Alors, je dirais que sur le papier, oui. C'est-à-dire que, si vous voulez aller, faire vraiment avoir un des postes en milieu hospitalier, alors quand je dis milieu hospitalier, c'est hôpital, clinique, il faut passer par l'internat, parce que vous aurez des postes si vous souhaitez avoir, travaillé effectivement en pharmacie hospitalière, c'est un passage qui est obligatoire. Toutefois, vous pouvez aussi rentrer en milieu hospitalier ou rentrer dans l'industrie pharmaceutique en n'ayant pas fait, l'option industrie. Alors c'est sûr que c'est un plus, hein, c'est comme tout, s'il y a une option, c'est qu'il y a des formations ou en tout cas une façon d'aborder, l'activité future qui est communiquée. Mais il y a toujours la possibilité, enfin moi de mon point de vue après, certain nombre d'années, avoir travaillé sur différents secteurs, je vois qu'il y a toujours des possibilités. Cependant, ben, quand on choisit une option, ça donne toujours, des petits plus sur le CV et quand on sait que lorsqu'on veut passer, ou postuler sur une nouvelle choix de carrière, effectivement, avoir une option, c'est toujours, quelque chose qui sont retenus, par les ressources humaines, entre autres. OK, très clair. À la fin de tes études, enfin tes premières études, on va dire, tu poursuis, je pense, immédiatement avec un master à l'ESSEC. Oui. Pourquoi ce choix? Heu, alors là aussi, pourquoi ce choix? En fait, durant, mes études, j'ai toujours travaillé en officine. Financièrement, j'avais besoin déjà pour assurer ma vie d'étudiante et puis pour le côté, très terre à terre, en fait. On vous apprend, à l'université, plein d'informations, de données, mais avoir le côté pratique et se retrouver au comptoir, vous avez les malades en face de vous et ça vous permet d'être beaucoup plus terre à terre et pour moi, ça me permettait aussi de faire très rapidement le lien entre ce que j'apprenais à la faculté et ce que je retrouvais, le samedi au comptoir. Donc j'ai connu, pendant un certain nombre d'années différents types de pharmacies. Alors, les pharmacies de quartier, les pharmacies, alors les quartiers au Marseille, mais j'ai connu aussi les pharmacies à Paris, les centres commerciaux, les petites pharmacies, de grande banlieue et j'ai je pense que j'ai pu voir en fait l'étendue, de l'activité de pharmacien
je dis ça il y a quelques années, hein, puisque vraiment je dirais le métier de pharmacien évolue, énormément, depuis quelques années. Mais à mon époque, c'était quand même, on c'était moins ouvert à plus enfin, moins ouvert à une prise en charge, en fait, du malade et je pense que j'avais fait un peu le tour. Alors je trouvais ça hyper intéressant d'avoir, des petits habitués qui venaient, ces messieurs, ces petites madames, d'un certain âge, qu'on pouvait réconforter, qu'on pouvait guider, qu'on pouvait conseiller. J'aimais beaucoup, en fait, ce côté, maternage, on peut dire, mais en fait, j'avais peur de m'ennuyer. J'avais peur de m'ennuyer et surtout, j'avais absolument pas l'intention de devenir pharmacien titulaire, c'est-à-dire d'acheter ma pharmacie et de monter ma propre activité. Donc je savais que j'avais envie de faire autre chose et pourquoi pas, à ce moment-là, quand vous me voyez, vous dites: «Mais pourquoi pas connaître autre chose et passer par, en fait, les laboratoires pharmaceutiques, par l'industrie?» pour, connaître aussi, un des acteurs clés, hein, dans la prise en charge, et le traitement, des patients. Donc je me suis dit: «Ben, on va peut-être faire une école de commerce qui va nous permettre, d'acquérir, des données, plus économiques, plus marketing, plus communication aussi». Et à ce moment-là, mes parents m'ont dit, bah, quitte à faire une école de commerce, bah, écoute, fais, une école de commerce, celles qui ont des programmes qui sont vraiment connus, adaptés, reconnus aussi, par les futurs, potentiels employeurs. Et puis là aussi, je dirais un coup de chance, c'est que, j'avais pas le temps de les préparer trop ces examens parce qu'on comme c'est une entrée en parallèle, il y a aussi un examen, d'entrée, écrit et oral et j'avais pas le temps d'en préparer beaucoup donc je me suis dit: «Ben, je vais en préparer une cette année et puis on verra comment ça se passe et puis l'année prochaine, lorsque je serai dans l'écriture de mon mémoire et que j'aurai une activité, je dirais, voilà, que je travaillerai en officine, j'aurai plus le temps de me poser d'organiser, de préparer cette entrée et puis en fin de compte, j'ai été prise et je me suis retrouvée, l'année d'après, donc dans ce master marketing et communication à l'ESSEC, un petit master où nous n'étions pas nombreux et qui a été, une expérience, hyper intéressante et enrichissante à de nombreux points de vue et ça a été, souvent je dis que, ce que j'ai appris en officine en pharmacie sur ces je vais dire, allez, on va dire 5 ans, j'ai appris en un an, en concentré, autant de choses importantes dans ce qui m'a suivi, ce qui me sert, aussi actuellement, dans mon activité. En fait, au final, ce que j'entends, hein, c'est que c'est cette relation finalement client qui te plaît le plus dans ton expérience, hein. Tu fais le lien avec la communication Mmh. et c'est ton appétence pour la connaissance qui te drive. Est-ce que tu avais une trajectoire de carrière précise en tête à l'époque de ton master? Heu, je dirais oui. Parce que, lorsque vous êtes, dans ce type de formation, on est beaucoup à vous parler de plan de carrière. Vous avez fait un premier cycle d'études, vous êtes dans un second cycle d'études. On est là pour former, dans ces masters, former des gens, avec des têtes bien faites et bien pleines. Et effectivement, le message est souvent, pensez à vos plans de carrière, et tout le monde y pense. Donc, oui, moi je pensais et c'est vrai qu'à l'époque, mon plan de carrière était de rentrer dans l'industrie pharmaceutique, et puis sûrement j'avais en tête de passer plusieurs années là-bas, de peut-être monter aussi, hein, dans la hiérarchie et dans les responsabilités dans l'industrie pharmaceutique. Et puis j'avais sûrement aussi envie de me dire que, idéalement, ça serait une réussite, professionnelle et personnelle si 10 ans plus tard, je pouvais avoir un poste à responsabilité dans l'industrie pharmaceutique. Donc oui, à l'époque, c'est vrai que j'avais un plan de carrière. Et je vais aborder brièvement un sujet qui revient quand même souvent dans le milieu véto et j'aimerais savoir si c'est la même chose, dans le milieu de la pharmacie. Quand on est véto ou quand on étudie pour devenir vétérinaire, tout le monde s'attend à ce qu'on devienne vétérinaire, c'est-à-dire vétérinaire praticien. Hem,
Et il y a une certaine honte et culpabilité encore associée à ne pas exercer en termes de soignant. Ça commence à changer, mais c'est encore assez ancré dans l'inconscient collectif. Est-ce que ça a été la même chose pour toi? C'est-à-dire que tu n'as pas choisi, même si tu as exercé en officine pendant tes études, tu n'as pas choisi de le faire par la suite. Est-ce que ce choix, tu as senti qu'il a été perçu, hem, avec un petit peu d'appréhension, autour de toi, tes proches, tes parents, par exemple? Je dirais oui et non. En fait, oui parce que pour, des parents qui, sont contents de voir, un de leurs enfants, faire, des études de pharmacie en se disant que c'est en plus, si je reprends ma mère: «Oh c'est très bien pharmacie parce que, comme ça, quand tu auras des enfants et ben tu pourras avoir ton mercredi». Donc ils voyaient effectivement, ils voyaient bien leur fille travailler en officine et avoir peut-être un jour même sa propre être titulaire et avoir sa propre officine, et lorsque j'ai choisi je dirais ce 2e cycle d'études, en fait, je dirais ils ont pas regretté et mon entourage n'a pas fait de remarques négatives, mais c'était surtout qu'en fait, ils ne voyaient pas ce qu'il y avait derrière. Ils ne comprenaient pas trop pourquoi, j'avais déjà fait X années d'études et que je refaisais autre chose, mais qui en plus était plus commercial, et ils comprenaient pas vers où j'allais et pour mes parents et ma famille, être pharmacien, ils voyaient très bien ce que c'était. Être, pharmacien dans l'industrie pharmaceutique ou être, chef de produit, sur des médicaments ou sur la prise en charge des patients. Ils réalisaient pas trop ce que c'était que ce poste-là et c'était compliqué d'expliquer à leurs amis, «Ma fille, elle travaille dans l'industrie pharmaceutique, elle fait quoi?» «Eh bah, écoutez, qu'est-ce qu'elle fait? J'avoue que je sais pas trop vous expliquer». Mmh. Donc c'était, je pense, ils m'ont j'ai jamais eu de réflexion. Je pense qu'ils me faisaient tout à fait confiance, et que c'était aussi mon choix de carrière mais je crois qu'ils comprenaient pas, en fait. Ils comprenaient pas trop pourquoi je le faisais et à quoi ça allait qu'est-ce que ça allait m'apporter et quelle allait être mon activité et ma profession. Mais je dirais plutôt le regard, c'est plutôt sur les en fait, vos collègues. Des gens qui ont fait les mêmes études que vous, qui sont aussi pharmaciens et vous leur dites: «Ben, en fait, oui, je suis pharmacien d'officine, mais je vais faire autre chose». Et il y a effectivement ceux qui décident d'être, je respecte tout à fait, hein, ces personnes qui décident: «Ben non, l'officine me va très bien et on a besoin des pharmaciens qui tiennent des officines encore plus et toujours». Mais c'est peut-être le regard de ces personnes-là qui se disent: «Ah mais ils vont dans l'industrie pharmaceutique, mais pourquoi ils vont dans l'industrie pharmaceutique?» Ils passent, quelque part, auprès de ces sociétés qui gagnent beaucoup d'argent. Est-ce que c'est le côté, mercantile, financier qui les intéresse? Je dirais donc c'est plutôt ce regard de mes confrères en fait et de mes collègues et de mes amis, heu, qui m'a fait réfléchir en fait à ce que les gens pouvaient penser, de faire évoluer sa formation vers, quelque chose de plus commercial, on va dire. Très intéressant, merci pour ce partage. Je pense que le DU en médecine connectée, il vient un peu après. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes tes premiers pas dans la vie active, même si tu y as goûté pendant des études, mais après tes études, comment ça se passe? Alors le DU, il est venu vraiment, vraiment, vraiment plus tard puisque, le DU, je l'ai réalisé, j'ai passé le DU il y a, 5-6 ans. Donc c'est vraiment plus tard par rapport à mes études, initiales. Si, pour répondre à ta question, si en sortant en fait de l'ESSEC, je suis passée dans l'industrie pharmaceutique, hein, c'était le but et donc j'ai rejoint effectivement, la société Rhône-Poulenc-Rorer qui existait encore à ce moment-là et j'étais sur un poste qu'on va dire équivalent à chef de produit au niveau international, un chef de produit junior, hein, bien sûr au départ, à niveau international et à ce moment-là, oui, je suis rentrée dans l'industrie et j'étais dans la première étape de mon plan de carrière.
Et en fait, dans cette société, j'y suis restée, une petite année. Et en fait là, je me suis retrouvée à un moment où une décision était à prendre, puisque ma vie personnelle de son côté avançait. Et la personne qui était mon partenaire, qui allait devenir, mon mari, lui avait aussi des plans de carrière, très forts, et avait l'opportunité de partir à l'étranger. Et à ce moment-là, ben, on fait un choix. Qu'est-ce qu'on fait? On reste avec la personne, on la suit pas, est-ce qu'on reste en France et on assure sa carrière? Est-ce qu'on la met un peu en stand-by et on décide de vivre l'aventure? Et moi, c'est à partir de là où j'ai abandonné mon plan de carrière et je me suis dit: «Allez hop, une opportunité s'ouvre, une aventure, personnelle». Et donc j'ai quitté la France et j'ai été, m'installer avec mon conjoint, au Canada. Donc voilà, une nouvelle étape qui était franchie, où je suis arrivée au Canada. Et lorsque vous arrivez au Canada, même si vous avez fait des études, et que vous vous dites: «Ben, voilà, je viens de l'industrie pharmaceutique, je vais essayer de continuer dans la même voie». Et là, on vous dit: «Ah, mais c'est très bien d'être pharmacien, mais en fait, le diplôme de pharmacien, vous savez, au Canada, c'est pas le même, il va falloir passer des équivalences». Et j'avoue que là, je me suis dit: les études, c'est bien, mais repasser les équivalences, pour avoir le diplôme de pharmacien, au Canada, ça m'intéressait pas». Et là, opportunité aussi encore une fois, j'ai rencontré un Français, puisque j'étais en fait arrivée à Montréal. J'ai rencontré un Français qui venait de lancer sa société, et on était, au début, des années 2000, en plein dans le boom du développement de tout ce qui était internet, site internet, et autres projets, de ce type-là. Et du coup, j'ai intégré, cette start-up qui, en fait réalisait, créait, montait des sites internet, à l'intention des professionnels de santé. Au départ, c'était des pharmaciens, au niveau européen. Donc, on avait un site internet en Angleterre, en Italie, en Espagne. Et moi, en fait, je suis au départ rentrée pour rédiger du contenu, et au bout de tel temps, et ben, j'avais la direction de la création et du développement de ce site internet, pour les pharmaciens. Donc voilà. Génial. C'est super et ça dure combien de temps alors cette période-là? Alors cette période-là, elle dure 1 an et demi. Elle dure 1 an et demi. Et en fait, un matin, vous arrivez, dans les locaux, il neige. Il fait, -10, -12. Vous rentrez et là, on vous dit: «Ah, au fait, il y a un virus, vous ne touchez pas à vos ordinateurs». Ah, OK, bah, on va faire quoi? On prend un petit café, on discute avec les collègues. Et en fait, 1 heure après, on vous rassemble et on vous dit: «Ah bah, écoutez, petit problème, hein, c'est que les finances qui étaient en fait, notre développement était, venait par de capitaux pan-européens». Et à ce moment-là, il commençait à avoir un peu des tensions au niveau effectivement de tout ce qui était la bulle internet. Et les capitaux avaient eu quelques soucis. Et donc on avait décidé de geler une partie du développement. Et là, on était une trentaine de personnes dans notre start-up et on a dit: «Les personnes dont les noms suivent ont perdu leur travail». Et ben, j'ai attendu mon nom et du coup, d'une heure sur l'autre, j'ai perdu mon emploi. J'ai monté mon emploi, sur la création et développement de ces sites internet pour les pharmaciens. À l'américaine, Ouais. Bah, oui, oui. exactement. Donc, Ouais, ouais. alors moi, j'ai pas pu parce qu'en fait, comme je gérais ce site, j'avais des pharmaciens en France qui rédigeaient pour moi. Donc, j'ai été voir ma direction en disant: «Non, laissez-moi 15 jours. 15 jours pour finir ce que j'ai entrepris avec les gens, que j'ai en charge. 15 jours pour finir un certain nombre de projets. 15 jours pour, finir de façon élégante, en fait, des activités». Et ils ont accepté. Et donc, ben, voilà, 15 jours après, je me suis retrouvée, à Montréal, à me dire: «Bah, voilà, j'ai vécu une belle expérience, mais la vie, n'était pas celle que j'avais pensée à ce moment-là, mais on va rebondir». Et
et effectivement, j'ai eu la chance en fait de rebondir, de 2 façons. Parce que, à ce moment-là, peu de mois après mon premier enfant est né. Donc je suis devenue maman et à partir de là, j'ai déménagé en plus, nous avons été avec mon conjoint nous installer en Ontario, à Toronto. Et là, je me suis posé la question: «Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Comment je travaille?» J'avais pas envie de tout arrêter, mais j'avais envie aussi de me consacrer, à ce nouveau rôle de maman. Et je venais quelque part avec cette expérience dans l'internet, dans les sites internet, je m'étais rendu compte que ce que moi j'appelle la prestation, en santé, m'intéressait bien parce qu'en fait, ça permettait de continuer à apprendre, parce que lorsqu'on vous demande de rédiger un article sur une maladie rare, vous ne la connaissez pas et vous êtes obligé d'acquérir ces informations, de connaître en fait la pathologie, sa prise en charge, son traitement pour pouvoir écrire. Et on continue tout le temps en fait à apprendre, dans la rédaction, dans la conceptualisation de projets de communication et j'avais pas envie d'arrêter là et j'ai découvert, le statut de freelance. Et ce qui était rigolo, c'est que j'étais donc à Toronto, mais je travaillais en freelance pour une, société de communication, qui elle était très contente de trouver en fait, une Française parce qu'au Canada, quand on communique, au Québec, il faut communiquer dans les 2 langues, en anglais et en français. Et quand on est à Toronto, avoir des personnes qui parlent français, c'est pas si courant que ça. Et donc je trouvais bien ma place en continuant en freelance à rédiger, à écrire, à conceptualiser des projets de communication, médicale, tout en étant, chez moi. Je faisais du télétravail avec en parallèle ma petite fille à éduquer. Donc c'était une autre façon de travailler, qui m'a apporté beaucoup de choses, parce que ça vous apprend à être organisé. Bon, je pense que je l'étais aussi à la base, mais à être aussi très flexible, à tenir les horaires, les plannings, mais en même temps, ça correspondait bien à mon style de vie à ce moment-là et c'est là que j'ai découvert que être freelance, ça a aussi, ses bons côtés, ses moins bons côtés, mais ça m'a donné une nouvelle facette de la façon de travailler, en fait, dans la communication médicale. Et est-ce qu'à ce moment-là, toi et ton mari, je pense, Oui. est-ce que, vous vous dites: «Bon ça y est, le Canada, c'est chouette, on y reste» et du coup tu te projettes sur quelque chose de plus long terme? Ou est-ce que tu es déjà attentive à l'étape d'après? Alors, au départ, quand on est parti au Canada, on avait fait la démarche, de partir en tant que résident. C'est-à-dire qu'on n'était pas expatriés, on aurait pu avoir le statut d'expatrié, mais nous, on est partis en se disant: «C'est peut-être ça notre future vie. En tout cas, on va mettre tout en œuvre pour pouvoir, devenir canadien». Donc on avait fait les démarches pour être résident, on avait le statut de résident et au Canada, c'est extrêmement facile, de devenir canadien et à partir de vos 300 soins non, je crois que c'est, genre 900 000 jours de présence, vous avez la possibilité de, demander la nationalité canadienne et donc on avait demandé et on avait passé des examens pour être canadien. Donc j'étais canadienne à ce moment-là, et on était vraiment dans l'intention de s'y installer. Mais au bout de 7 ans, c'est moi qui étais motrice de me dire: «Est-ce que vraiment le Canada est le pays où on veut s'installer? Est-ce que c'est là qu'on veut créer notre vie?» Heu et j'avoue que, j'avais connu, la province du Québec, j'avais connu l'Ontario. On avait pas mal visité, aussi, bien sûr, les autres régions du Canada, mais aussi, les États-Unis. On était très, très proche de New York, donc on était souvent aussi dans le Maine et en fait, je me suis dit: «Mais quand on réfléchit bien, la France et l'Europe, c'est quand même un lieu de vie
extraordinaire. Vous êtes en France, vous, prenez le train, vous prenez l'avion, vous arrivez dans des endroits, extrêmement différents, magnifiques. Vous avez la montagne, vous avez la mer, vous pouvez aller faire du surf du côté d'Arcachon, vous pouvez aller faire, du kite, sur les mers du Nord. En fait, c'est vraiment un pays qui vous offre des opportunités extraordinaires. Au niveau de la santé, mais la chance que nous avons en France d'avoir un système de santé qui nous permet, de prendre en charge, les personnes, de façon, peut-être il y a des améliorations à apporter, c'est sûr, mais vous avez une maladie chronique, vous avez des personnes âgées, vous avez des personnes en fin de vie, vous avez des enfants. Vous êtes assurés quand même de pouvoir voir, la vie d'une sérénité au point de vue de la santé. Ayant vécu au Canada, même si j'avais des conditions qui étaient très faciles, vous payez quand même pour votre santé et je trouvais que tous les points forts de la France, et de l'Europe, c'est à ce moment-là que je m'en suis aperçue. Bon, je ne parle pas du côté aussi relationnel, hein, on avait des amis bien sûr au Canada mais la France, je me disais: «C'est quand même là où j'ai envie d'élever mes enfants». Et j'ai réussi à persuader mon mari de faire le travail de son côté et en fait, on a décidé entre-temps, j'avais eu un petit garçon et on a décidé effectivement de faire connaître la France à nos enfants et d'élever en France. Donc on est revenu à Paris. Tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment-là, j'ai 33 ans. Voilà, j'ai 33 ans. Je reviens avec mes 2 petits bouts, on s'installe à Paris. Mon mari, lui, a la chance de travailler, dans une société française, mais qui est à l'international. Donc, sans trop de problèmes, il a réussi à avoir un poste, sur Paris. Donc, financièrement, on a un salaire qui rentre et quand je rentre en France et ben, je profite de mes petits bouts. Je profite de récupérer tout ce que la France peut m'offrir au niveau culturel, au niveau bien sûr de la famille, au niveau des beautés des paysages, de ce qu'on peut manger. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a été un bonheur de retrouver le fromage, de retrouver les produits laitiers. Donc je me suis fait un petit break et puis aussi de réorganiser, une vie, hein, voilà, les enfants, l'école, les garderies et puis à ce moment-là, un petit constat, c'est qu'on se dit: «Bon, bah, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, je suis rentrée en France, je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai travaillé, mais maintenant j'ai les moyens, puisqu'on est en santé et que tout va bien, j'ai les moyens de me dire: «Qu'est-ce que je fais de ma carrière? Qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait?» Et à ce moment-là, c'est là que la notion de carrière est tombée à l'eau. C'est que je me suis dit: «Mais la vie, elle vaut tellement, il faut tellement la vivre, en fait, que ça sert à rien les plans de carrière». Et j'ai décidé de voir mon activité professionnelle, ce que j'avais fait un peu avant, mais sans m'en rendre compte, en me basant sur l'opportunité et le coup de foudre. Enfin, le coup de foudre, l'envie, en fait. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chercher du travail et j'ai obtenu un poste, bien sûr dans la communication médicale, mais une société d'édition médicale qui avait une partie, développement de projets de communication aussi et c'est là que je suis rentrée. Alors, tout départ un chef de projet parce que j'avais pas trop confiance en moi, je pense à ce moment-là, sur mes capacités de rédaction médicale et scientifique et la gestion de projet, ça m'allait très, très bien et ça me permettait moi de recommencer une activité en France de façon, je dirais un peu tranquille et de pouvoir avoir, voilà ma vie de famille, mon activité professionnelle et commencer à m'investir et de pouvoir équilibrer et être bien aussi, surtout, un bien-être personnel. Est-ce que c'est ta période, justement d'épanouissement personnel dont tu parles, qui te permet de prendre, ce recul sur la suite? Oui, je pense. Cette période-là, en fait, il y a eu beaucoup de changements. Moi, je suis devenue mère, j'ai dû apprendre à travailler dans une autre langue qui était, ma langue maternelle. J'ai eu affaire à relever des petits défis quand même, mais en fait, ça vous permet aussi de faire un point. Qu'est-ce qui est important pour vous, en fait? Moi, c'est à ce moment-là, c'est, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui
on oublie le regard des autres, on oublie les plans de carrière, on oublie, d'être reconnu et en fait, la vie est trop courte. La vie est trop courte Mmh. pour, ne baser, une réussite que sur une réussite professionnelle et oui, j'ai à ce moment-là, décidé de me dire: «J'ai envie de me faire plaisir». Voilà, le mot d'ordre est dit, envie de se faire plaisir et dans le boulot aussi et c'est resté depuis, vraiment, la chose la plus importante, qui a drivé, toutes mes choix de carrière mes choix de poste, on va dire plutôt, par la suite. C'est comment est-ce que je vais me faire plaisir? Est-ce que j'ai envie d'y aller? Et voilà. Et c'est rigolo à t'entendre parce que, tu parles de laisser tomber un plan de carrière et en même temps, il y a une espèce de trajectoire, de fil conducteur qui suit son chemin, qui est nourri par des opportunités et puis le fait que tu t'écoutes aussi. Oui. Oui et à l'heure actuelle, quand je prends un peu de recul et que je vois en fait ce qu'a été ma vie professionnelle, j oui, il y a quand même véritablement un fil. Mais il y a un fil, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai pas du tout, je suis pas du tout dans la recherche, d'un fil conducteur. J'ai envie de me faire plaisir avant tout, quoi. Et le plaisir donc, est-ce que tu le trouves dans cette fameuse société d'édition? Alors je je la trouve parce que je rencontre des gens. Je rencontre, plusieurs personnes. Je rencontre, une personne, qui est et qui restera à vie un de mes mentors que je remercie. Bruno Trombic, si un jour il a l'opportunité d'entendre ce podcast, je le remercie. Il a été une personne clé, en fait, dans ma construction professionnelle et c'est un homme extraordinaire, personnellement et professionnellement et en travaillant avec lui, en travaillant avec d'autres, médecins qui étaient dans cette équipe, et en rencontrant un de mes clients avec qui, j'ai aussi beaucoup appris, j'ai vraiment pris de plaisir. Parce que je me suis rendu compte que je pouvais faire autre chose que ce que j'étais là, à ce moment-là, en train de faire. Ils m'ont donné l'opportunité. Ils m'ont dit: «Vas-y, on croit en toi». Et ce que je souhaite à tous les jeunes qui, quelle que soit leur formation, je leur souhaite de rencontrer des mentors qui vont les permettre d'évoluer parce que pour moi, niveau professionnel, une carrière, vous pouvez avoir avoir des appétences, vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez avoir une formation. Votre carrière se fera aussi par les gens que vous allez rencontrer et les gens qui vous donneront des opportunités et moi, cette personne-là, Bruno Trombic, je ne serais pas la personne que je suis à l'heure actuelle si je l'avais pas rencontré et cette carrière que j'ai eue, c'est grâce à lui. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec lui. Il m'a appris énormément. Il m'a donné confiance et puis, avec Gilles Badeau qui était, un client à ce moment-là, qui m'a appris aussi quelque chose d'essentiel. En tant que client, il est exigeant, c'est normal mais par contre, comme toute personne humaine, il pouvait faire des erreurs et j'ai trouvé ça d'une élégance extrême quand vous avez quelqu'un qui est capable de dire: «Oui, j'ai fait une erreur» et le fait de pouvoir assumer l'erreur, pour moi, c'est une des plus grandes qualités, professionnelles, c'est de pouvoir travailler avec des gens à ce moment-là qui sont capables de dire: «Oui, j'ai fait une erreur». Parce que je suis humain et moi-même, je trouve que j'essaye de le faire le plus souvent possible quand je fais des erreurs parce que je trouve que c'est essentiel, d'assumer qu'on est capable de faire des erreurs et ces 2 personnes, m'ont formée, en fait, dans la personne que je suis à l'heure actuelle et j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle. Et puis comme tout, au bout d'un certain nombre d'années, je pense que c'était 3 ans et demi ou 4 ans, ces personnes évoluent aussi, changent, partent et du coup, moi j'ai aussi changé et ils m'ont poussée un peu vers, je dirais pas la sortie, mais en me disant, va essayer de trouver d'autres challenges à relever, ne reste pas là, va t'amuser ailleurs et surtout, moi j'avais une fibre créative, qui était pas assez nourrie à ce moment-là. Ils m'ont dit: «Mais va nourrir ta cette partie-là parce que tu vas t'éclater aussi».
Donc voilà, je suis restée chez eux, voilà 3 ans et demi, 4 ans et puis je suis, rentrée, dans la vraie agence de com. L'agence de com comme on entend parler, sur la grande consommation, les Publicis, ces types de structures qui vraiment font de la com et de la com, ce qu'on appelle la com produit. C'est-à-dire parler des médicaments, comment on parle des médicaments à un professionnel de santé, comment on explique, à un neurologue, quel produit est intéressant, les études cliniques, comment on va parler, les claims, les packaging et là, je suis rentrée effectivement dans ces agences de com, cette agence de com où là, il y avait le côté, communication produit marque, hein. Là, on parle de médicaments, que je ne connaissais pas. Et là, j'ai aussi, c'est la première fois que enfin, c'est une brique qui vient. C'est-à-dire que jusqu'à présent, j'avais fait de la communication médicale, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous de l'environnement, c'est-à-dire on parle, de maladies, on parle de, prise en charge, on parle de système de soins mais là, je suis dans des agences qui font, de la communication produit. Donc là, c'est un peu quand on parle de communication médicale, c'est un peu les 2 grands axes, hein, l'environnement, la patho et puis, et la prise en charge et les médicaments. Et là, je suis rentrée sur le médicament où là, j'ai pu effectivement faire beaucoup plus de push, de créativité, aller chercher des claims, aller chercher des idées, comment on fait une annonce presse, qu'est-ce qu'on met dans l'annonce presse, la charte graphique, on propose quoi, pourquoi quelle couleur. Donc là, c'était moins scientifique, mais c'était plus dans la création et ça m'a permis, voilà de développer aussi ce côté que je savais, que j'avais, mais que j'avais pas encore professionnellement, mis en œuvre. Donc l'agence de communication m'a permis de développer ce goût, et de produire des choses un peu plus créatives. Certains diraient peut-être que c'est la partie plus commerciale, que scientifique, hein. Je tire un Mmh. trait pour aborder ce sujet-là. Est-ce que toi, c'est quelque chose, qui peut te poser un problème à un moment donné ou tu es complètement dans cette partie créative et finalement ça joue pas du tout, ça rentre pas en compte? Mmh, non, moi ça me rend pas en compte parce que je pense que j'ai pris une façon de voir ce travail. C'est vrai que, lorsque vous travaillez pour l'industrie pharmaceutique, ben, on sait que derrière, hein, que les voilà, c'est pour eux le but effectivement lorsqu'on fait un ADV, un aide de visite pour que, on puisse vendre ou présenter médicaments, le but derrière pour l'industrie bien sûr c'est de vendre les boîtes. Donc, c'est pour ça que certaines personnes, qui ont, ce qu'on appelle des concepteurs-rédacteurs, c'est-à-dire des personnes qui vont conceptualiser, rédiger, les supports qui vont être utilisés. Certains ne veulent pas aller en agence de com parce qu'ils estiment que, voilà, c'est pas, noble. Voilà, on est sur le côté Mmh. mercantile, on est sur le commercial. Moi, j'ai pris une autre façon de voir. Je me suis dit: «De toute façon, ça existe il faudra toujours le faire» moi, quand je travaille sur le médicament, mon but, c'est de dire: Qu'est-ce 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 qui fait que ce médicament peut être intéressant? Comment je communique? Est-ce qu'il est alors il y a bien sûr vous avez tous les médicaments ont pas la même égalité dans l'utilité bien sûr, mais j'ai toujours voulu me dire: «Comment je communique pour que le professionnel de santé qui va recevoir le message, il soit au moins intrigué?» Qu'il ait la curiosité d'aller voir. Donc moi j'ai joué un peu je prends un peu ce travail comme un jeu en fait. Comment je fais pour que la personne en face ait simplement envie de dire: «Mais c'est quoi votre médicament?» Je trouve que déjà attirer la curiosité pour que le professionnel de santé, ait envie d'en savoir un tout petit peu plus, j'estime déjà que c'est un 1er pas pour donner de la visibilité aux produits. Après, il y a des produits effectivement, qui nécessitent qu'on leur donne un beau peu de visibilité. Après, ben, voilà, il y a des choses qui sont rigolotes à faire. Il y a des choses où c'est moins, bien sûr communiquer, sur des nouvelles avancées, thérapeutiques, c'est hyper motivant parce qu'on sait les solutions que ça apporte que c'est vraiment une réponse. Et puis il y en a d'autres, c'est moins des réponses. Voilà, faut prendre ça moi je prends ça comme un jeu, voilà. Mmh. Ouais, très, très clair.
Cette période-là, donc combien de temps elle dure? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement d'étapes super enrichissantes, super intéressantes dans ta vie, une suite très logique finalement. L'agence de com, en fait, enfin, le passage par les agences de com, je suis passée d'abord sur une première agence de com, où je suis restée, 2 ans, mais en fait, c'était une petite agence. On était, super, on était 15-20, on avait une belle complémentarité, vraiment, on travaillait en synergie, c'était très, très intéressant. Mais le propriétaire était en train de la vendre, donc voilà, c'était pas la meilleure situation pour aller développer une société, pour aller développer des produits quand vous savez que derrière vous savez pas est-ce que vous allez être acheté ou pas, comment la société va terminer et continuer à travailler. Donc je suis passée sur une autre, qui avait beaucoup plus de visibilité, qui avait beaucoup plus de gros projets avec de gros labos, et là en fait, vous passez aussi un cran. C'est-à-dire que vous arrivez sur des projets qui sont plus d'ampleur, et puis avec des comment je pourrais dire? Hem, des conditions de travail qui sont différentes. Là, les agences de com, effectivement, faut pas compter ses heures, vous êtes vraiment dans la prestation. Les laboratoires, vraiment investissent chez vous pour avoir un certain nombre de projets qui doivent être sortis à l'heure parce qu'il y a aussi tous des plans de communication. Il y a aussi ce qu'on appelle les dépôts ANSM. Lorsque vous déposez une communication produit, il y a bien des fenêtres à respecter. Donc vous êtes quand même sur du stress. Et hem et je pense qu'à ce moment-là, après dans cette deuxième agence je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit: «Mais moi, en fait, c'est pas ça ma vie, en fait. Je m'amuse, OK, mais je m'amuse pas tout le temps et puis surtout, moi, j'ai envie de continuer aussi à prendre du plaisir et être tout le temps dans le rush, ne pas être capable de se poser en fait et de vraiment aller au fond des choses. Moi, j'avais des fois l'impression d'être un peu trop superficielle et c'est un de mes défauts parce que moi j'estime que c'est un défaut, c'est que, j'ai été insatisfaite en fait. J'ai été insatisfaite du travail que je faisais parce que je trouvais que j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu, trouver d'autres choses à faire et à ce moment-là, je pense que aussi l'activité étant très, très importante, je décide que c'est mieux en fait de quitter cette société et de repasser par une autre phase et donc j'ai quitté, la structure et je me suis revenue à un travail en tant que free, en fait. Je suis repassée sur du free, pour retrouver en fait, voilà, une espèce de sérénité, pour recadrer les choses, se reposer, pour dire voilà, heu est-ce que vraiment, tu as toujours les mêmes envies? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Qu'est-ce qui te donne envie de te jeter dans un projet? Est-ce que tu retrouves ça à l'heure actuelle? Et si c'est pas le cas, ben, remets-toi cette période où je redevenais indépendante, en fait, me permettait de reposer les choses. Et pour être tout à fait transparente, c'était aussi une période indispensable parce que, au niveau personnel, une rupture faisait que je divorçais et que dans ces cas-là, vous recalez aussi des choses et que mes enfants avaient besoin de moi et j'avais besoin de reconstruire aussi quelque chose, de pérenne, seule et le fait d'être freelance, c'était une façon effectivement de pouvoir mieux gérer la situation. Ouais, une période qui te permet de faire le point, autant au niveau pro qu'au niveau perso Tout à finalement. fait, tout à fait et c'est toujours là, ça a duré, une petite a enfin non, un peu plus, 1 an et demi, on va dire et en fait, là, au bout d'un moment, vous dites: «Ah mais je suis seule en fait. OK, je produis, j'envoie, j'apprends, mais je suis carrément seule quand même, hein». Il me manque un peu, il me manque quelque chose et en fait, oui, ce qui me manquait, en fait, c'est le travail d'équipe. Parce que pour moi, c'est aussi quelque chose d'essentiel. J'adore travailler en équipe. Je trouve qu'il y a pas, il y a pas de petites responsabilités. Je trouve que dans une équipe, chacun a son activité, a son périmètre d'activité, mais c'est pas parce que vous êtes, je dirais chef de projet ou que vous êtes responsable de la partie administrative que vous êtes une petite roue du carrosse. Vous êtes hyper importante. Si vous étiez pas là, on pourrait pas avancer et avoir cette unité, avoir
créer en fait cette synergie, je trouve que c'est une force. Alors c'est pas toujours facile à mettre en pratique et beaucoup de gens me disent que je suis naïve et que c'est pas toujours, voilà, que dans notre société à l'heure actuelle, le travail d'équipe est pas si facile que ça à mettre en œuvre, c'est vrai. Mais moi je trouve que c'est tellement, mais tellement valorisant, mais c'est tellement agréable pour tout le monde et puis c'est allez là je pense que je retrouve ce que j'ai appris en étant dans une start-up. C'est-à-dire qu'être capable, oui, moi je suis capable de faire le café et je le fais sans problème. Si ça te permet, toi, pendant ce temps-là, d'écrire un mail pour qu'on puisse avoir la réponse. Moi, il y a pas de petite tâche. L'important, c'est on est en équipe et on avance dans la même direction. Parce que le but, c'est quoi? C'est de faire avancer ce projet et de faire dans la bonne humeur et de faire que, la communication, c'est super, important à l'extérieur, mais c'est aussi important à l'intérieur. Donc, je dis: «J'ai envie de retrouver une équipe» et voilà, j'ai rejoint un groupe d'édition. Un groupe d'édition où là j'étais contente parce qu'il y avait plusieurs, supports, print et papier et un était, adressé aux pharmaciens. Et donc je me suis retrouvée à ce qu'on appelle une agence, hein. C'est-à-dire que dans les gros groupes d'édition qui ont plusieurs supports, qui sont pour les spécialistes, les médecins généralistes, les pharmaciens, l'infirmière, vous avez généralement une petite agence, un petit groupe, qui s'occupe de développer des opérations avec des partenaires. Alors bien sûr, un partenaire, la plupart du temps, c'est l'industrie pharmaceutique, mais ça peut être aussi les banques, les mutuelles, des fois la HS même. Et vous développez avec ces partenaires des projets. Alors qui peuvent être des projets avec des communications environnement, sur les pathos, sur la prise en charge, mais aussi des communications produits. Et dans cette petite cellule, où on était une trentaine, là, vous avez l'opportunité de faire, des projets aussi bien sur le pharmacien que sur le médecin généraliste, que sur l'infirmière. Ça peut être du print, ça peut être du web, ça peut être des vidéos, ça peut être des podcasts et c'est extrêmement diversifié et vous passez à ce moment-là je dirais de l'insuffisance rénale chronique à la communication, pour le pharmacien sur, les entretiens sur l'asthme, sur un projet de communication, pour le grand public sur, la sensibilisation à l'arrêt du tabac. Donc c'est extrêmement diversifié avec différentes cibles, donc différentes façons de communiquer. Et c'est enfin là je pense que j'ai trouvé, tout ce que je cherchais en fait quelque part. Du scientifique, du médical, de la com environnement, de la com produit, avec différentes cibles, différentes façons de travailler et puis une créativité aussi parce que, qu'est-ce que je fais pour intéresser les professionnels de santé à lire mon article, à regarder ma vidéo ou à écouter mon podcast? On l'entend, hein, à ta voix, hein, que c'est une période, on a l'impression que ça y est, tu as trouvé le Graal en quelque Mmh. sorte, complètement nourri par cette variété, cette créativité, tu te dis à ce moment-là: «Ça y est, c'est là, je suis à ma juste place, c'est parti»? Oui, oui, je suis là et je pense qu'effectivement j'ai trouvé ce qui me correspondait en fait. Et d'ailleurs je l'ai bien trouvé puisque j'y suis restée 8 ans, et effectivement, il y avait tout je pense pour pouvoir, pour que je puisse m'épanouir et je me suis épanouie, hein, vraiment, et j'ai vraiment pris du plaisir, hein, c'était certain. Et puis, à partir de 8 ans, là c'est pareil, c'est un peu comme quand j'étais au Canada. OK, ça fait 8 ans d'ailleurs, ça fait exactement aussi 8 ans. Bon et alors? Et après? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se met dans un petit rond? Est-ce qu'on reste sur ces petits acquis ou est-ce qu'on fait autre chose? Et là, j'ai dit: «Oh, allez hop, je je quitte mon confort et je vais répondre en fait aussi à une opportunité. Un de mes anciens collègues qui me dit, «Est-ce que tu aurais pas envie de travailler sur les spécialistes en fait, sur la médecine de spécialité?» Alors là, j'avais abordé des spécialités, mais en communiquant sur le pharmacien, le médecin généraliste. Parfois, j'avais travaillé un peu quand même sur les cardiologues, mais j'étais quand même très médecine de ville. Voilà, j'avais pas été sur les grande spécialité, et où, surtout au niveau hospitalier et je me suis dit: «Allez, est-ce qu'on y va? On y va pas?»
Et puis j'ai dit: «Allez hop, on prend le risque» et effectivement là j'ai rejoint une société qui elle n'avait que des supports de communication, sur, les spécialistes. Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais je pense qu'on avait, quelque chose comme, 12, voire 15 spécialités. C'est parce qu'on avait des spécialités qui étaient que du print et du web et d'autres qui étaient que du web. Et là, vous passez dans un autre monde, parce que, là, vous êtes vraiment très scientifique, hein. Vous êtes sur des pathologies qui sont extrêmement pointues, hein. J'ai découvert les maladies rares, extrêmement intéressant et surtout et aussi un grand pas, c'est que j'ai rencontré de plus en plus de ce que nous on appelle des KOL, des experts Mmh. et là vous rencontrez mais des gens mais qui vous pouvez rencontrer des gens qui sont extraordinaires, des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, par la prise en charge de leurs malades, qui sont investis, qui comptent pas leurs heures et qui trouvent en plus le temps de répondre à vos questions pour écrire un article. Mais je remercie ces professionnels de santé qui sont tellement investis sur la prise en charge du malade et que ce soit dans les maladies rares, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Pour ne citer que, parce que j'en ai aussi rencontré, sur des néphrologues, des cardiologues, sur des personnes aussi, sur les diabétologues, les endocrinologues, enfin c'est vraiment enfin je pense je il faut remercier, c'est vraiment ces professionnels de santé qui sont hyper investis pour prendre en charge les malades et puis pour rester quand même à l'écoute et donner de leur temps aussi pour communiquer à leurs pairs et à leurs collègues sur la prise en charge de pathologies spécifiques ou, pour redonner de la visibilité, sur une prise en charge qui pourrait être meilleure et cette opportunité j'ai été ravie et je regrette pas du tout de l'avoir saisie parce que j'ai rencontré, des gens, extrêmement sympathiques et j'avais en plus, la responsabilité de la partie gynécologie. Alors oui, étant une femme, bien sûr que ça me parlait, mais c'était tellement intéressant et les gynécologues, que j'ai rencontrés ont été des gens adorables. J'ai travaillé, avec le rédacteur en chef, qui était aussi d'une écoute et d'une gentillesse j'ai découvert autre chose parce que j'ai découvert aussi, la participation pour, organiser des congrès en pédiatrie, mais surtout en gynécologie. Donc, comment on monte un congrès, avec qui, quel expert, sur quelle thématique. Donc ça, c'était un côté que je connaissais pas, très intéressant. Et puis, j'ai découvert ce qui était beaucoup en vogue après le Covid, c'est effectivement tout ce qui est web émission. Et là, la première fois que vous êtes en studio, en live, et que vous entendez on est à l'antenne dans 5 secondes, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je fais là?» et à chaque fois que j'ai dû animer des émissions en direct, je crois que j'ai eu cette petite pointe de me dire: «Mais qu'est-ce que tu fous là?» mais par contre, quand vous y êtes et que vous avez ces experts qui sont là, qui communiquent, qui partagent, qui sont d'une générosité extraordinaire et que vous avez des internautes qui posent des questions et des questions pertinentes et qui sont utiles, vous vous dites: «Ah mais franchement, on a eu raison de le faire ce projet». Un moment JT Oui, presque. tout à fait, tout à fait. Une super Ouais. émulation en tout cas, j'imagine bien, ouais. Ouais, ouais, Mmh, ouais mmh, et mmh. puis, les choses font que là encore une rencontre, je rencontre par hasard, une de mes anciennes collègues, qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu deviens?» Alors je raconte ce que je deviens, où je suis et elle me dit: «Écoute Sophie, il faut qu'on discute». Et en fait, cette personne travaillait dans la structure où je suis à l'heure actuelle. Donc je suis actuellement chez le groupe One Health, qui est je dirais une structure, extrêmement vaste qui appartient au groupe Europa nous, on est le groupe Europa Digital Publishing et en fait, dans le One Health, nous avons, les publications qui touchent, différents secteurs. Donc nous avons le secteur de la pharma et nous avons des supports qui communiquent auprès du pharmacien, du préparateur, de l'équipe officinale. Nous avons des supports, qui sont sur tout ce qui est dentaire, avec aussi de gros titres, aussi bien sur le prime que sur le web. Nous avons le vétérinaire et c'est pour ça que j'ai eu la chance de te Mmh. rencontrer, Sophie, où là aussi je développe des projets de communication, pour les vétérinaires et c'est hyper intéressant et là je suis extrêmement heureuse parce qu'en fait, en arrivant, chez One Health,
et ben, j'avais pas travaillé en fait sur le vétérinaire, j'avais pas travaillé sur le dentaire. Donc là, encore une fois, découverte de nouveaux professionnels de santé et je suis ravie parce que ce soit chez le dentaire ou dans le vétérinaire, j'ai rencontré des vétérinaires aussi adorables et travailler avec eux, c'est vraiment un bonheur parce que c'est encore, si je prends un peu de distance, c'est encore autre chose les vétérinaires. C'est comme professionnel de santé, votre façon de travailler, vos les petits malades que vous prenez ou les gros malades que vous prenez en charge, c'est pas les mêmes et vous êtes tellement humain, pour des gens qui travaillent avec les animaux. Je trouve que c'est d'autres types de professionnels de santé, mais c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur et pour terminer sur le groupe, j'ai aussi la chance on travaille aussi en étroite collaboration avec le groupe Edimarc. Edimarc, c'est toutes les supports de spécialité, l'aide de l'infectiologue, du cancérologue, en fait. Il y a énormément de supports et du coup, j'ai toujours cette possibilité de travailler aussi sur les spé. Donc résultat, une activité extrêmement variée et là aussi, j'ai gardé le côté animation de web émission parce qu'on a un studio, mais là, j'ai encore augmenté, je dirais, mon panel, de professionnels de santé et bien aussi les autres pathos quoi, parce que je ne connaissais pas effectivement tout ce qui touchait, spécifiquement les maladies des chiens et des chats et même j'ai découvert les mammites. Donc effectivement c'est super intéressant de continuer toujours cette envie parce qu'on continue à apprendre et c'est vrai que j'imagine toujours ma connaissance comme un iceberg. J'ai le petit bout là, je sais que je connais ça, mais je sais qu'il y a tellement d'autres choses à apprendre, donc c'est sans fin. Mais bon, c'est au quotidien en tout cas, c'est hyper motivant de à nouveau et c'est assez récent, hein, parce que ça fait 9 mois, mais c'est très intéressant de retrouver, enfin de nouveaux types de professionnels de santé, et ça ouvre encore des possibilités, derrière qui doivent être infinies. C'est marrant, tu parles d'iceberg, je vois ça presque comme le métier que tu décris actuellement, presque comme le point culminant de toutes les briques que tu as posées depuis le début, de ta vie et puis chez toi, j'entends vraiment d'une part une soif de rencontre et puis, une vraie gourmandise, du métier, de l'intellectuel, de la connaissance. Oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que je dis oui, au départ, si, il y a 25 ans, on m'aurait demandé le plan de carrière. Oui, mon plan de carrière, je l'avais. Voilà, l'industrie pharmaceutique et j'allais monter et j'allais avoir des responsabilités et puis après on verra. Mais en fait, maintenant à l'heure actuelle, je me dis: «Oui, j'ai eu mon plan de carrière. J'ai eu mes petites briques et là aussi, ça semble a posteriori, ça semble hyper réfléchi, hein, mais ça l'était pas du tout. Mais c'est effectivement, c'est ces briques, et c'est pour ça, pour en revenir au DU de santé connectée, c'est qu'en fait, à un moment, c'est juste avant le covid, je me suis dit: «Mais là, la communication, ça part dans autre chose». La santé connectée, ça va être un véritable apport pour, par exemple, moi, j'étais très centrée sur le suivi des maladies chroniques et je me dis: «Mais mon Dieu, ce que ça va être intéressant». Le télésuivi, mais même la téléexpertise, c'est vraiment une solution pour, la prise en charge, sur des spécialités qui sont pauvres en professionnels de santé. C'est pour ça que je voulais avoir cette formation pour pouvoir, tous avoir l'impression de gérer, en fait, de savoir de quoi on parlait, comment on faisait et quelles étaient derrière, en fait, les possibilités et je regrette pas parce que c'est effectivement, même si en pratique je le mets pas tous les jours en pratique, c'est sûr, mais ça permet de voir vers où va, en fait, la santé et la prise en charge des patients et pour boucler, je parlais au départ du rôle du pharmacien. À l'heure actuelle, le pharmacien, son rôle est complètement en train de changer. Moi, le métier de pharmacien, quand j'ai commencé, on disait souvent: «Un pharmacien, il vend des boîtes». Oui,
c'est vrai qu'alors à ce moment-là, peut-être qu'on pouvait ils faisaient de la parapharmacie, ils vendaient des boîtes parce que le médecin avait prescrit et qu'il délivrait. Maintenant, c'est plus ça le pharmacien. Le pharmacien, je parle pas de toutes les missions qu'il a sur, les entretiens de l'asthme, et d'autres, pathologies très spécifiques, mais aussi dans l'accompagnement des maladies chroniques, sur le suivi de grossesse et avec la vaccination. C'est vraiment, une profession qui est vraiment au chamboulement et c'est aussi l'évolution de la santé, de la prise en charge de la santé. C'est comme les IPA. Les IPA, pour l'instant, elles ont du mal, hein, les infirmières en pratique avancée, elles ont du mal à trouver un peu leur place. Mais oui, c'est une solution pour continuer à avoir un système de soins qui assure. Et du coup, oui, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est intéressant parce que c'est de continuer à communiquer, dans cette mouvance, en fait, dans cette mouvance de communication des spé entre eux, je veux dire des médecins spécialistes entre eux, du spécialiste aussi avec le pharmacien. Le pharmacien maintenant comment il fait, et comment tout ce qui est les outils, digitaux permettent d'assurer un suivi, une prise en charge optimale, de tous les patients. Je fais une petite digression, d'ailleurs IPA, système qui a été mis en place en Angleterre avec succès, Mmh. hein, d'ailleurs, Mmh mh. pour venir pallier à la pénurie des ce qu'on appelle les junior Mmh. doctors. On a maintenant des infirmières qui, des IPA comme tu les Oui, appelles, hein. c'est vrai qu'en Angleterre, ça marche très bien. Au Canada, ça marche extrêmement bien. Moi, j'ai une partie de ma famille qui vit là-bas et j'ai une de mes tantes, éloignée, mais qui est IPA là-bas. C'est vraiment, quand elle me parle et je l'ai rencontrée la semaine dernière, quand elle me parle de son activité et ce qu'elle fait, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment un support et en France, on est encore un peu, comment je pourrais dire? Faut pas être Oui. corporatiste, mais ils sont chez oui, c'est un peu les prérequis, ça c'est moi qui dois faire ça ils viennent me piquer un peu de mon boulot. Non, faut ouvrir ses chakras et effectivement, ces nouveaux, types de métiers, il faut leur donner de la place et parce que c'est une solution, à mon avis. Tout à fait d'accord avec toi. Écoute, c'est une excellente transition que tu m'as faite là, de commencer à poser le regard justement sur les métiers de la santé et puis, ta partie, dans les médias. Hem, En première question, ce que j'aimerais te poser, alors tu travailles avec des professionnels de santé très différents. Est-ce que tu fais des parallèles? Est-ce qu'il y a des parallèles que tu fais entre ces différents métiers que tu observes presque au quotidien presque? Oui, des parallèles, c'est sûr. Déjà, je dirais, on va pas dire 100 mais tous les professionnels de santé, enfin une grande majorité des professionnels de santé ont vraiment à cœur de faire leur métier et de le faire bien. J'ai rarement rencontré des professionnels de santé, et ça arrive, hein, je ça arrive, hein, mais je trouve qu'il y a toujours cette volonté quand même de, mmh, bah, d'apporter une solution, la plus adaptée, la plus pérenne, vraiment cette volonté, c'est pas c'est ça leur tient à cœur, quoi et que ce soit sur le spécialiste de la maladie rare, on peut comprendre qu'il y a plein de choses, surtout certaines maladies qui bougent, mais même les vétérinaires, je veux dire quand je travaillais avec eux là sur la mamite, quand qu'ils t'expliquent que quand il y a un troupeau, effectivement, et qu'il y a cette infection qui est là, oui, ça peut avoir, des conséquences terribles économiques. On voit bien que ils prennent pas à la légère, et je pense que c'est important de dire effectivement que les professeurs de santé, moi, je les trouve encore super investis, quoi. Oui, ils ont du blues et on sait ce que c'est, enfin et on a eu différents cas effectivement de professionnels de santé qui, prennent la décision de mettre fin à leur vie. Sûrement aussi en raison, professionnelle, mais je trouve qu'il y a toujours quand même cette volonté, d'assurer et d'être investi, dans leur métier. Donc ça, c'est oui. Le deuxième, je dirais, c'est aussi, leur activité. Tous les professionnels que je rencontre ont des activités, commencent tôt tard et travaillent tard le soir. Je veux dire, j'en connais pas qui sont en dilettante. Et puis je trouve que c'est peut-être aussi parce que moi je travaille avec des gens qui ont envie de communiquer. Mais je trouve qu'il y a toujours cette écoute, en tout cas cette envie
cette envie de communiquer. Voilà, nous, souvent, je suis prise pour un journaliste, hein, et il y a pas de souci parce que j'ai eu ma carte de journaliste. Mais ils ont envie de communiquer. Alors souvent, j'ai pas le temps, je suis désolée, je suis en retard. Donc oui, oui, c'est vrai, mais il y a une écoute quand même. Et quels que soient les professionnels, les dentistes, oui, pour parler aussi, les infirmières aussi, il y a vraiment, je retrouve toujours à peu près ce pattern: investi, débordé, mais débordé parce qu'il y a beaucoup de travail, hein, pas une histoire d'organisation. Investi, débordé, mais envie de communiquer aussi. Alors je sais pas si c'est ce genre de Ouais, parallèle que tu ouais. voulais, mais Complètement, complètement et c'est vrai pour le formuler un peu différemment, ce désir de transmission qui se retrouve, en tout cas, moi je peux parler pour le milieu vétérinaire, à tous les étages, qui est très impressionnant. Tu parlais de changements, dans le milieu de la pharmacie. Quels sont les changements qui t'ont le plus marqué parmi toutes ces professions? heu, c'est-à-dire pour moi les changements qui ou le Oui, mmh, mmh, alors moi je dirais vraiment, au niveau de la communication, mais ça date quand même, hein, mais le fait, le développement d'internet, ça a été un grand pas, hein, dans la communication médicale. Tout se faisait avant sur le papier. Maintenant avec tout ce que, les outils digitaux peuvent nous permettre de faire plutôt, il y a vraiment une communication qui a pris une autre voie. Ça, c'est vraiment et même à l'heure actuelle, on voit que le print et les magnifiques revues qui peuvent sortir, avec des articles, hyper bien écrits, sourcés, extrêmement scientifiques, de très haute qualité. Oui, on en a encore besoin et d'un autre côté, on voit tout ce qui se passe tout ce que par exemple, tout ce qui est en direct, hein, ce qu'on fait, comme exemple, pour les web émissions ou même, tout ce qui circule sur les réseaux sociaux parce que de plus en plus effectivement des communications santé sont faites à travers, différentes applis que je ne nommerai pas. Mais tout à c'est fait. un autre moyen de communication et là c'est un peu je dirais, encore ces réseaux sociaux, c'est encore c'est une difficulté. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, certes, des professionnels de santé communiquent, mais il y a tellement de communications qui sont faits par le grand public et avec des sources plus ou moins valables. Donc là, c'est vraiment, une autre façon de voir les choses et c'est assez problématique, en fait. On est toujours, en train de voir comment on arrive en fait à communiquer, au niveau de qui dit quoi, hein, parce que, on peut pas communiquer de la même façon au grand public et aux professionnels de santé, donc il y a le côté réglementaire, mais aussi de faire évoluer les choses. Certains experts n'ont pas envie d'aller sur les réseaux sociaux, et puis vous avez les fake news qui passent et comment faire pour communiquer, pour pas être pris pour une fake news, pour être pris au sérieux, sur des populations qui sont généralement tout ce qui est, ces réseaux sociaux sont de j OK, on va être honnête, hein, c'est quand même une jeune génération, même si ma belle-mère qui a 93 ans, dont, je lui fais un petit coucou, bonjour Michel, elle est accro sur les réseaux sociaux, et se nourrit aussi de ce qui circule en santé sur ces réseaux. Même si bon, étant, dans le milieu professionnel de la santé, elle arrive à faire la part des choses. Mais je dirais que, voilà, que cette bulle, de communication, cette façon, ce média, que sont les réseaux sociaux, c'est le secteur où, c'est beaucoup plus difficile de communiquer, de façon sérieuse et scientifique et c'est un vrai challenge. Ouais, j'imagine. On salue d'ailleurs Océane Sorel, qui fait beaucoup de travail sur les fake news, qui est passée, chez Vetomicro. Je ne sais pas si tu en as Tout entendu à fait. parler? Hem, comment tu vois la suite, justement sur ces sujets-là? C'est vrai, on voit apparaître de plus en plus d'influenceurs, Mmh. instagrammeurs, youtubeurs, vraiment Mmh mh. spécialistes, hein. Est-ce que tu penses que la presse spécialisée médicale va vouloir finalement les incorporer, comme le sont, des instagrammeurs ou youtubeurs lambda qui n'ont rien à voir, hein, qui sont maintenant, dans des entreprises à part entière de médias? Alors
je dirais que moi, dans ma structure actuellement, ou comme je le répète, au niveau de One sur la Med Factory, qui est une agence, on voit de plus en plus de partenaires financiers qui veulent travailler avec justement de ces personnes phares sur les réseaux sociaux parce que mais c'est une façon correcte de penser, hein, de se dire que effectivement ces personnes qui ont de la visibilité, ces professionnels de santé qui ont de la visibilité, qui ont des followers, si ils arrivent à travailler avec eux et à faire passer des messages, ça leur donne de la visibilité à eux, les partenaires financiers, en tout cas les partenaires, oui, financiers, parce que généralement quand même il y a gagnant-gagnant, hein. Faut que ce soit sur une prise en charge quelconque, et ça donne de la visibilité effectivement à cette structure, sur une population qui est, extrêmement vaste et surtout sur les jeunes, hein, parce que le but, c'est aussi d'aller toucher, des populations, plus jeunes. Donc il y a cette envie et on nous le demande régulièrement, effectivement d'aller, contacter, des gens qui ont de la visibilité sur les réseaux sociaux pour travailler avec eux. Après au niveau, je dirais du côté éditorial, c'est-à-dire de nos supports qui sont, vraiment, faits de professionnels de communication médicale, éditoriale, hem, c c'est en projet. C'est en projet, mais là aussi, hein, qui prendre? Quelle est la personne qui est assez à l'aise avec les réseaux sociaux et qui est donc, intéressée et puis comment on lui donne de la mesure, quoi? Parce que c'est comme tout, si on veut aller communiquer sur les réseaux sociaux, faut, lui donner l'opportunité, les moyens d'aller communiquer. Donc là, c'est en réflexion de plus en plus, hein. C'est un sujet fort, hein, que l'on porte, auquel on discute et on est, en train d'y réfléchir et de voir effectivement comment donner une brique, pour tout ce qui est communication, sur les réseaux sociaux. Et tu as parlé de l'arrivée d'internet, de digitalisation. Alors maintenant, on a l'IA qui est Mmh, en train de nouveau rebattre, on va dire rebattre, presque toutes les oui. cartes, hein. Comment tu vois la suite, par rapport à ça? Alors, l'IA, je trouve que c'est un merveilleux outil. On le teste, on voit que c'est extraordinaire. Alors moi, j'ai été habituée et j'ai été formée à beaucoup écrire. Donc, en plus, c'est quelque chose que je n'aime pas spécialement. Je suis jamais satisfaite de ce que j'écris, mais voilà, ça fait partie des choses que je fais. Et je ne vois pas l'IA comme un concurrent. C'est-à-dire que pour moi, l'IA, si, on demande à l'IA de rédiger à partir de différents documents un article, je vois pas ça comme s'il il m'attaquait dans mon comment dire? Dans ce que je fais à l'heure actuelle parce que c'est un outil que j'utilise, mais de façon parcimonieuse. Je pense que c'est comme tout, il faut savoir utiliser l'IA. Moi, ce que j'ai peur dans l'IA, alors, peut-être parce que, j'ai pas eu le temps d'aller vraiment me former ou m'informer vraiment, mais j'ai toujours peur des sources, en fait. Lorsqu'un texte, sort, sur, telle pathologie, écrit par l'IA, on peut se poser la question de où viennent les informations. Donc maintenant, il y a des outils, hein, qui peuvent permettre effectivement de fournir, les bonnes références et qu'à partir de là, ben, le rendu est obligatoirement de qualité. Donc je pense que ça dépend comment on utilise l'IA et qui l'utilise. Mais c'est un très, très bel outil et je pense que, moi je crois beaucoup en l'être humain. Donc bah, j'espère que la créativité en tout cas, fera que l'humain sera toujours prendre de la distance et avoir toujours son mot à dire et non pas dire: «Ben, je vais vers la facilité, je demande à l'IA», quoi. J'espère qu'il y aura Mmh. toujours cette petite, «Mais attends, mais je peux essayer de faire mieux, non?» J'espère. Oui, donc ouais, je suis d'accord avec toi, je te rejoins sur ce point. Néanmoins, l'IA influence évidemment beaucoup le comportement de tes Mmh mh. lecteurs, on Mmh. va dire, avec cet accès très facile maintenant à l'information. On a une question, Ouais. hop, on la pour la poser. Bon, tu cites la problématique des sources auxquelles ils sont en train de pallier, hein, de plus en plus avec les sources qui sont citées et cetera et cetera. Du coup, j'imagine que ça, malgré tout, ça doit aussi influencer, bah, vous, comment vous voyez les choses sur les
prochaines années. Si tu avais peut-être une boule de cristal, à quoi penses-tu que la presse médicale et scientifique va ressembler dans les prochaines années? Ah, je n'ai pas de boule de cristal, heu, Mince. mince, je ne lis pas dans le mar de café non plus, mais je pense que de toute façon l'IA va venir, réduire, le nombre de personnes humaines travaillant dans les équipes. Ça, c'est sûr et certain. Je pense que l'IA viendra et passera par une rédaction, la rédaction d'un certain nombre d'articles. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, si on est arrivé là, c'est qu'il y ait toujours quand même un humain qui soit à la tête et un humain professionnel, hein. Les vétérinaires, sur du contenu vétérinaire, les spécialistes sur les médecines de spécialité pour relire, corriger, recadrer. Je pense qu'on peut pas, si on veut assurer une qualité, je pense qu'il faudra toujours qu'il y ait un humain. Mais c'est sûr que l'IA deviendra de plus en plus. Je pense d'ailleurs au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'il y aura vraiment, la possibilité que la communication sur les réseaux sociaux soit donnée à l'IA. Parce que, des messages courts, impactants, des messages, avec, des points clés, ça l'IA le fait très, 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 très bien. Donc oui, je pense qu'il y aura moins d'humains qui, rédigeront. Moi, je travaille aussi avec des avatars d'experts. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à faire des choses où vous avez un expert qui vous parle, l'expert a rédigé le contenu, mais en fait, on lui fait dire, on l'a filmé et c'est son avatar qui raconte le texte. Donc il y a aussi une évolution de ce côté-là et je pense que de toute façon, oui, il y aura moins d'humains et il y aura plus d'IA, dans le futur, dans les communications, scientifiques, c'est évident. Mmh. Alors passons sur la partie, inspiration et transmission. Il y a beaucoup de jeunes étudiants, et de jeunes vétérinaires qui écoutent le podcast de Veto Micro, donc très chouette. Et parfois, on nous a aussi, reproché d'avoir des profils, avec des carrières, parfois, trop, trop incroyables. C'était parfois les choses qu'on nous a dites et: «Oh, est-ce qu'on peut avoir, un peu de banal?» Et pour moi, ça n'existe pas. Je pense que tout le monde a une histoire à raconter et elles sont toutes inspirantes. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus sur des parcours de vie avec plusieurs vies Mmh. professionnelles. Et je voudrais savoir ce que tu penses de ça, parce que toi-même, tu l'as vécu. Voilà. Alors, c'est vrai. Alors c'est vrai que maintenant, hein, c'est, les les salariés qui rentrent dans une société et qui la quittent au moment où ils partent en retraite, je sais pas si, il y en a encore, hein, il y en a encore, mais c'est vrai que il y en a de moins en moins et ce sera de moins en moins et je trouve que effectivement d'avoir plusieurs vies professionnelles dans une vie professionnelle, c'est effectivement hyper intéressant. L'histoire, c'est que, heu c'est dur en fait des fois de convaincre, que les capacités que vous avez eues dans un certain poste, en fait, c'est des capacités que vous avez et que vous pouvez les avoir dans d'autres styles d'activités. Ça, c'est encore, je trouve, assez difficile à faire passer en France. Aux États-Unis, c'est hyper commun, hein, de changer de type de métier. Moi, je pense que moi, je suis très pour le fait de changer de métier parce que l'important, c'est l'envie, en fait. Si vous avez envie, c'est vrai que c'est un risque à prendre, hein, de se mettre en difficulté, de quitter un emploi pour se lancer dans un autre type de carrière, un risque personnel, c'est un risque financier, c'est sûr. Donc ça demande de la force. Mais je pense que si on est parti par l'envie, c'est quelque chose à faire et là-dessus aussi, c'est pas une obligation. L'histoire, c'est que faut vraiment par rapport à ce que vous sentez. Moi, par exemple, je vous le dis, hein, je me pose aussi régulièrement la question, de faire de l'animation parce que j'adore animer et de quitter en fait, le côté, purement médical pour aller sur d'autres types d'animation et régulièrement, je me dis: «Mais en fait, si je faisais ça, ça serait peut-être plus rigolo, ça serait d'être retourner un statut de free». Bon, pour l'instant, je vais rester où je suis parce que je m'amuse quand même plus que de me lancer dans l'inconnu. Mais, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions, et de se dire au plus profond de moi-même: «Est-ce que
est-ce que si je le fais pas, je regretterai? Parce que je pense que les regrets sont terribles et qu'en fait, la réussite professionnelle, c'est quoi? C'est l'important, c'est pas celle qu'on a vis-à-vis des autres. C'est par rapport à ce qu'on a fait soi et s'il y a la possibilité de changer, moi, je pense qu'il faut vraiment se poser la question et ne pas hésiter. Pas hésiter, avoir confiance en soi. Je dis ça alors que c'est pas vraiment un de mes points forts, mais je pense que c'est dans l'évolution du temps il y a rien qui vous empêche de le faire et il faut seulement, choisir de prendre le risque. Je suis contente que tu soulignes cette partie envie qui est, je pense, fondamentale, à différencier peut-être de, ce qui peut arriver, hein, et on le voit, de nouveau, je fais le parallèle avec le monde vétérinaire, des jeunes qui sont pas forcément à leur place, mais pas parce que c'est un problème de métier, mais que c'est peut-être un problème de poste et donc ne pas confondre avec une fuite, Mmh, peut-être? tout à fait, tout à fait. C'est vraiment pour réussir quelque part, enfin, moi je le vois comme ça, hein, je dis pas que que j'ai, foncièrement raison, mais si on veut pouvoir assumer un poste, et être bien dans ce poste, il faut qu'il y ait une envie. S'il y a pas d'envie et si on le prend parce que c'est une fuite, il y a plus de chances que ça fonctionne pas, en fait. L'envie, c'est positif et tandis que la fuite, pour moi, c'est un aspect négatif et quand on commence quelque chose, faut avoir de la positivité, sinon c'est compliqué de réussir. Mmh. Et toi, tu as eu, cette force, que je trouve, vraiment impressionnante, une vraie qualité d'avoir pu à chaque fois, et peut-être que ça peut être un conseil aussi, d'essayer d'avoir ce moment un peu de Mmh, prise de recul, d'introspection, de faire le point, de se poser de nouveau à chaque fois, «OK, peut-être ce que j'avais envie là n'est peut-être plus ce mmh, que j'ai envie oui. maintenant». Hem, pour moi, ça s'imposait, pour pas subir. L'important, c'est d'être bien, en fait. C'est que si vous êtes bien, vos enfants seront bien, votre famille sera bien, les gens qui seront avec vous seront bien et moi, j'ai un peu le côté un peu naïf, voilà, de vouloir que tout le monde est bien et et heu et je pense que oui, il faut savoir. Faut savoir. Alors oui, ça peut être compliqué et moi, je vais être franche, hein, financièrement, quand j'ai eu ces pauses, voilà, j'ai dû réduire, un certain nombre de choses et c'est vrai que, bah, là aussi, vous arrivez à qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est central, en fait? Qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'abonnement à la pla enfin, à la salle de gym? Est-ce que voilà, voilà, moi, j'ai dû aussi faire un travail comme ça. Mais je pense que, il faut savoir le prendre ce temps. Parce que c'est pas un temps perdu. Si ça vous permet de vous recentrer et de savoir vraiment et heu et je le dis moi toujours, aux jeunes que je rencontre: «C'est votre vie, c'est pas la mienne. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est ça qui doit vous porter. L'important, votre travail, ça va être, vous allez travailler pendant, je ne dirai pas le nombre d'années. Maintenant, on ne sait plus combien d'années on va travailler. Mais je dis, si vous prenez pas le plaisir, si c'est pas là où vous êtes bien, vous passez à côté d'une partie de votre vie, quoi. Alors, je veux aussi dire, hein, je veux pas dire que tous les jours, je suis waouh, super, génial. Il y a aussi des difficultés. Mais faut faire en sorte qu'on soit le mieux possible dans un travail pour bien le faire, quoi. Mmh. On arrive, alors tristement à la fin de ce podcast, mais en préparation, je t'avais demandé de choisir une citation qui t'inspire et de nous dire ce qu'elle évoque pour toi. Est-ce que tu as pu en trouver une? Alors, je suis pas partie sur une inspiration parce que en fait, je me suis plutôt dit: «Mais en fait, toi, qu'est-ce que tu dis souvent?» et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait quelque chose que je disais régulièrement qui était, «Si tu sais pas, je préfère perdre un quart d'heure, mais de faire gagner une heure». Et c'est vrai que je le dis hyper souvent et en fait, c'est exactement ça. Je préfère heu je préfère moi être à ton écoute pour te permettre d'avancer. Donc c'est un peu, sans être une citation, c'est un peu en fait, ma façon de voir en fait. C'est d'être à l'écoute, de prendre sur moi
je t'écoute, je me pose, je t'écoute, j'arrête ce que je fais, je t'écoute pour te permettre d'avancer. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler avec des gens que l'on forme, parce que c'est tellement enrichissant de les voir progresser que c'est un vrai plaisir. Donc non, pas de citation, mais c'est une citation, c'est ma citation. Voilà. Ben, merci pour ça et je rebondirais en disant que, effectivement, on ne prend probablement pas assez le temps de faire ce que tu viens d'évoquer. On est très pressé par le temps Mmh. et puis ces moments d'écoute sont vraiment précieux et bah, c'est d'ailleurs pour ça que je me prête au jeu du podcast, hein. C'est ce que j'adore faire et je te remercie. C'est l'occasion de te remercier pour t'être prêté au jeu également et d'avoir partagé toutes ces richesses. Donc, merci Sophie, et merci à nos auditeurs de nous écouter comme d'habitude. Et ben moi, je remercie ici Sophie de cet échange. Alors, j'ai été extrêmement bavarde et j'espère ne pas avoir trop ennuyeuse parce que j'ai parlé beaucoup de moi, 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 moi. En tout cas, si j'avais un message à faire passer, c'est trouver ce qui est important en vous et trouver cette envie qui fait que le matin, vous allez vous lever en disant «Oh, même s'il fait pas beau, elle est chouette la vie». Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.